Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième journée, pour cette deuxième plénière. Alors, nous aurons aujourd'hui le plaisir d'écouter 4 interventions, puisqu'il y a une intervenante qui est absente. Donc, la première intervention sera celle de Madame Hanon, moi-même. Et la seconde, donc, j'appelle M. Hanifi à nous rejoindre. Alors, professeur d'Italie, il est là. Et Faiza Boukhlef. Ok. Donc, sans plus tarder, je vais m'attribuer la parole, puisque je suis un peu... Ok. Ah, c'est... Donc aujourd'hui, mon intervention, elle porte sur l'évaluation de votre formation de la licence de français. Donc, je m'interroge plus exactement sur la cohérence qui existe dans le cadre de 2 approches, l'approche programmée et les acquis d'apprentissage. Le contexte de cette recherche, cette recherche elle émane d'une recherche précédente que j'ai eu le plaisir de présenter ici même, à Chypre l'année dernière. Elle portait sur l'offre de formation de la licence de français. Donc, je m'interrogeais sur les dimensions disciplinaires ou professionnalisantes de la formation. Donc, au début, la licence de français a eu beaucoup de remaniements, donc en voulant répondre aux exigences du nouveau système d'enseignement supérieur. Et donc, cette exigence, elle répond à. Donc, c'est dans un souci d'adaptation aux besoins de la société et de l'économie, suite à un constat relatif. Le ministère a remarqué qu'il y avait une inadéquation entre les contenus et les besoins en lien avec le tissu économique. Et du coup, donc, le ministère a procédé à une uniformisation des offres de formation de la licence de français, donc, qui s'est concrétisée par un arrêté, le numéro 500 du 8 juillet 2013, fixant le programme des enseignements du socle commun de la licence du domaine des lettres et langues étrangères. Donc, à l'issue de cette recherche, j'ai retenu un résultat qui a attiré mon attention, c'est que j'ai constaté qu'il y avait des contenus disciplinaires cloisonnés par rapport aux autres contenus, et qui étaient proposés dans le cadre de l'offre de formation de la licence de français. Donc, justement, ce résultat m'a donné l'idée de proposer un projet de recherche et de formation universitaire qui s'intitule Pratique et outils d'évaluation de la licence de français. Il a été validé cette année par le ministère. Donc, il prend effet à partir de 2018. Et donc, le but est de concilier, dans le cadre de ce projet, le principe de cohérence entre le référentiel des compétences et le profil d'enseignement, par le biais d'un examen minutieux des objets enseignés et des objets évalués pour chaque matière de la licence de français enseignée au département de lettres et langues françaises. Donc, le but est justement de concilier entre les objectifs d'apprentissage et les résultats attendus de la part des étudiants. Généralement, on parle de référentiel des compétences, donc c'est des compétences. Le but maintenant, c'est de traduire ces compétences en éléments observables qu'on appelle les acquis d'apprentissage. Donc le but, c'est de parvenir justement à un alignement pédagogique en rendant cohérents les objectifs d'apprentissage, d'évaluation et des activités pédagogiques. Ainsi, on retient de l'ensemble de ces éléments qui précèdent, donc le but c'est justement cette intervention s'articule autour de la cohérence de la formation de la licence de français. Donc, pour justement la cohérence, pour atteindre cet objectif de la cohérence de la formation de la licence de français, il faut passer par son évaluation. Donc le but c'est élaborer une grille d'évaluation, donc construire des critères d'évaluation. Et du coup, donc, cette évaluation, c'est une partie intégrante de l'assurance qualité à l'enseignement universitaire. Là, je cite Martin Esteva 2007. Donc, cette évaluation en fin de compte est un processus permanent et continu visant à évaluer la qualité du système, des établissements et des programmes de l'enseignement supérieur. Donc, les programmes font partie justement de cette assurance qualité et on doit passer par une évaluation. Donc, le but aujourd'hui, je me suis donné juste un but parce qu'on ne peut
c'est un projet qui est en cours, donc qui vient de commencer. Donc aujourd'hui, je vais parler des assises théoriques que j'ai essayé de construire pour justement élaborer des critères. Donc le but, c'est de construire un cadre conceptuel, l'opérationnaliser pour obtenir des observables. Ces mêmes observables vont devenir des critères et des indicateurs d'évaluation. Et donc, la finalité du projet à la fin, c'est une restructuration de la formation. Bien sûr, cette restructuration, il faut lui donner au préalable des assises théoriques. Donc, les assises théoriques, donc, je suis allée les chercher au croisement de deux approches. L'approche programme, donc, et je cite là Préjean, Bernard et Cosanitis de 2009, et l'approche centrée sur les acquis d'apprentissage, deux auteurs de l'ONU et NAM, qui ce sont c'est une agence privée généralement et qui ont justement publié un ouvrage dans ce sens-là. Donc, le but, c'est justement de renforcer la cohérence des programmes. Alors, c'est quoi l'approche programme? Donc, c'est une démarche d'ingénierie pédagogique visant à assurer la cohérence et l'harmonisation au sein et entre les différents composants d'un programme d'études. Donc, on verra quelles sont ces composantes et qui œuvrent au but de favoriser l'intégration des objectifs. Et là, je rappelle que dans la réforme du système éducatif, le fameux objectif principal, l'objectif d'intégration. Et donc, chez les étudiants, tout au long de son parcours d'études, cette intégration ne peut être possible que dans le sillage d'une description de la formation en termes d'acquis d'apprentissage. Et donc, du coup, le point commun justement entre l'approche par programme et l'approche centrée sur les acquis, c'est que justement les acquis d'apprentissage ne peuvent s'inscrire que dans une justement approche programme. Et le but, c'est de renforcer le lien entre les objectifs d'apprentissage, c'est les compétences visées, et les productions à la conduite des étudiants. C'est des éléments qui deviennent observables, qu'on appelle des acquis d'apprentissage. Donc, c'est quoi un acquis d'apprentissage? Donc là, j'ai retenu la définition de ces deux auteurs, et ainsi que ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'impulsion ou d'une unité d'enseignement validée. Alors, les composantes maintenant de cette approche programme, donc d'abord il y a le fondement des programmes de formation. Donc, les fondements, donc il y en a deux essentiels. Donc, un projet de formation, c'est quoi le but? Donc, le cadre intégrateur, c'est qu'il y ait un projet, c'est quoi les intentions éducatives, et une synergie autour du projet de formation. Bien sûr, cette synergie, elle concerne des auteurs, des acteurs, justement, qui interviennent justement dans ce programme. Pour l'approche sur les acquis d'apprentissage, il s'agit de concrétiser. Donc, nous avons référencé des compétences, il va falloir le concrétiser en termes d'acquis d'apprentissage, ce qui sera réellement évalué chez les étudiants des compétences, puisque les compétences, en réalité, on ne peut pas les atteindre, ces compétences. Elles ne sont pas percevables, en fin de compte. Donc, on ne peut pas évaluer l'ensemble des compétences. Le but, donc, les fonctions qu'on attribue justement à cette approche, c'est d'augmenter la visibilité des programmes. Donc, même les étudiants, tous les acteurs comprennent justement de quoi il est question dans leur cursus, donner sens aux apprentissages des étudiants, articuler les contenus, les méthodes d'enseignement-apprentissage et les dispositifs d'évaluation pour une meilleure visualisation de la contribution de chaque groupe au profit d'enseignement. Le profit d'enseignement, c'est l'ensemble des unités d'enseignement qui composent un programme. Développer une approche interdisciplinaire, donc on voit bien qu'on cherche à enlever ce décloisonnement et on veut que toutes les unités soient reliées, interreliées. Donc, pour ce qui est des fondements du programme, il y a plusieurs composantes. Donc, une vision du diplômé à former, quel étudiant je cherche à former, les valeurs et les attitudes à acquérir à travers le programme, des compétences à développer ainsi que leur distribution dans les cours, c'est-à-dire comment ils se déploient au niveau des unités d'enseignement. L'organisation des contenus, champ de spécialité, des dispositifs pédagogiques, donc les moyens. Donc ici, j'ai retenu en rouge ces compétences, elles vont être concrétisées en termes d'objets d'enseignement et d'évaluation. Pour ce qui est de l'approche centrée sur les acquis d'apprentissage, on cherche à établir un lien entre le référentiel de compétences et le profil d'enseignement, donc les unités d'enseignement. En fin de compte, ces objets d'enseignement et d'évaluation qui sont au départ des compétences, ils seront concrétisés en termes de savoir, d'attitude et de compétences. Et donc, il y a plusieurs composantes dans les acquis d'apprentissage. Il y a des acquis d'apprentissage terminaux, il y a des acquis d'apprentissage
globales, spécifiques, donc on les trouve à l'intérieur des cours, et intermédiaires, c'est entre les cours ou les unités d'enseignement. Un état d'esprit collégial partagé par le corps professoral, ainsi que par les responsables également, donc l'importance des acteurs, travail dans un mode coopératif entre les deux instances, cohésion des équipes professorales assurée par un travail de coordination, un état d'esprit synergique dans un souci d'amélioration continue des programmes. Ainsi, donc, là je donne des définitions des savoirs en ce qui concerne les acquis d'apprentissage. Donc ces objets d'évaluation d'enseignement, il s'agit de savoir, donc ça peut être des faits, des principes, des théories, des pratiques liées à un domaine, travail ou d'études. Donc c'est des savoirs théoriques ou factuels. Les aptitudes, c'est la capacité d'appliquer un savoir, d'étudier un savoir-faire pour réaliser des tâches et résoudre des problèmes. Des compétences qui se manifestent en termes de savoir-agir complexe, prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations. Donc j'ai essayé un petit peu de reprendre tous ces concepts et d'essayer d'élaborer des critères et des indicateurs qui ne sont pas encore mis à l'épreuve, parce que normalement je devrais reprendre la licence de français. Donc les entrées d'évaluation pour les fondements de programme, donc j'ai repris les 4 composantes et j'ai essayé de les traduire en indicateurs. Par exemple, une vision du diplômé à former, développer des compétences dans le domaine de la formation et des compétences générales, par exemple. Pour les valeurs, donc c'est des sources de motivation majeures qui influencent les valeurs universelles, locales. Donc un programme, il véhicule des valeurs, qu'on le veuille ou non. Ça peut être des valeurs comportementales, ça peut être des valeurs éthiques, des valeurs culturelles, etc. Donc, troisième composante, par exemple, les compétences à développer. Donc, on doit énoncer ces compétences en termes d'acquis d'apprentissage, comme je viens de dire tout à l'heure, terminaux, intermédiaires, établis conjointement, avec le corps professoral responsable, afin de décider de la possibilité de leur réalisation de leur atteinte ou pas. La distribution matérielle des compétences visées par le programme et des indicateurs qui en précisent la nature dans chacune des unités. Pour ce qui est de l'organisation des contenus, donc c'est des contenus généralement donnés sous forme de phrase nominale. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma journée aujourd'hui, donc désolé. Il est fâché. C'est bon. Donc, le dernier, par exemple, les interactions entre les cours, équilibre entre la formation théorique et pratique, présentation sous forme de descripteur, organisation cohérente des données. Pour ce qui est des fondements, donc j'ai essayé également pour l'organisation de les traduire en indicateurs, de stratégies d'intégration des activités pédagogiques, en termes de cours, de stages, de projets, etc. L'agencement des méthodes pédagogiques dans le programme, l'usage par exemple des exposés interactifs, le recours à des professionnels, les modalités d'évaluation qui sont importantes, l'usage de critères d'évaluation communs. Donc il faut réfléchir également sur cette question quand il est question des sciences humaines, la modulation de la charge du travail par les étudiants par trimestre. Pour ce qui est des fonctions du programme, donc, et là, ça relève des acquis d'apprentissage. Donc la visibilité des programmes, elle peut se manifester par des explications des attentes de la formation des étudiants. Il faut les impliquer, futurs diplômés ou pour les employeurs, inciter à une implication des étudiants dans leur formation, responsabiliser les étudiants, expliciter les convergences et les particularités des formations, etc. En ce qui concerne donner du sens, donc montrer les rapports entre les acquis d'apprentissage terminaux et les acquis d'apprentissage spécifiques, ainsi que, donc c'est les résultats issus de chaque cours, et les acquis d'apprentissage intermédiaire. Pour ce qui est de l'articulation des contenus, des méthodes et des dispositifs, veiller à concilier entre les contenus enseignés et les objets d'évaluation, donc cette histoire d'alignement pédagogique. Pour ce qui est du développement d'une approche interdisciplinaire, réorganiser les contenus, les méthodes, les instruments d'évaluation visant des groupes traités d'apprentissage interreliés. Alors, pour les acteurs du programme, donc la même chose, donc la coordination autour de l'établissement des unités d'enseignement, donc le mot d'ordre ici c'est la coordination, et favoriser le travail d'équipe. Pour cela, il faut encourager les nouvelles visions pédagogiques, donc les initiatives de l'équipe de formation, encourager les initiatives d'organisation, inciter au travail collaboratif, encourager des initiatives d'essai d'usage, encourager également les collègues et les leaders, donc travailler en collaboration.
Pour ce qui est du rapport objet d'enseignement, objet d'évaluation, donc il est question d'opérationnaliser ces compétences, donc les transformer en observables, le déploiement des compétences dans les unités d'enseignement, rapport d'objectifs d'apprentissage. J'ai essayé de traduire avec quelques indicateurs, par exemple dégager les composantes des compétences, l'enseignant doit savoir le faire, traduire ces compétences en objets observables et acquis d'apprentissage, traduction des objectifs en acquis d'apprentissage spécifique, etc. Donc quelques réflexions comme ça à la fin. Donc il s'agit de critères d'évaluation qui sont en même temps. Ces critères ils vont servir également à réécrire après justement cette formation. Parce que là ce n'est que du théorique, c'est le cadre conceptuel qui va sous-tendre cette recherche. Le travail également, il y a une importance, on accorde une grande importance au travail orchestré entre les professeurs intervenants de première ligne, les leaders, animateurs, régulateurs de projets de formation en ce qui concerne la vision du diplômé, les valeurs poursuivies, les compétences à faire construire et l'organisation des matières de la discipline d'organisation pédagogique. Je vous remercie de votre attention. Puisque je préside, donc sans plus tarder, donc je vais donner la parole à monsieur Ali Miguel. Amin, Aoudi Chagall. Est-ce que vous arrivez à m'entendre comme ça? Oui. Ok, je vais crier. Allez. Donc, on est des enseignants. Alors, je vais céder, sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Issa Hanifi. Donc, j'ai essayé de traduire l'anglais. Et vous corriger. Donc, alors, enseigner, donc c'est l'anglais c'est ça. Donc, enseigner de nouveaux développements pour diminuer les écarts entre la langue et le contenu. Voilà, très bien. Oui, bien sûr. Alors, vous avez 15 minutes. C'est bon, ça marche. Ah, c'est bon. Everyone present here today, dear guests, dear participants, dear organizers, it's really an honor, a pleasure to be one of the participants in this conference, which really offered us this great opportunity to present something related to our field of research, which is ESP. The title of my presentation is ESP Teaching New Developments, bridging the gap between language and content teachers. So as you see, it's about ESP, who should teach ESP, and is it possible to have this collaboration between content and language teachers. Before I start, I wanted to start my presentation right from the end and not from the beginning. So this should be normally the last slide. Thank you, note. But I really like to be placed right from the beginning. This goes first to our great teacher, Dr. Musuna, for the work she did with us in the years of the Magister, for opening this Idola school, giving us this chance to be students at the time. Now we are teachers. So I hope you are proud of us, as we were proud of you. You did the Idola school. You created this lab, of which we are members. You organized this conference. You did so many things for the department, for the English teaching and learning. I mean, here in Shnef in particular. So let me spend some moment and seize the opportunity to thank you by this simple gift. It goes for you. Thank you so much. Okay, let's proceed. So as I started at the beginning, the topic is about seeking collaboration between content and language teachers. I wanted to proceed
my presentation by those two quotations by Graves and Cynthia Lee. So as you see, content areas and fertile ground for learning new words. So normally an English teacher, if he wants to teach ESP, he should rely so much on the content or on the content of the discipline he's working in, because he's going to focus on the vocabulary and lexis, which is normally used in that area of studies. So this gives him really a fertile stock of vocabulary. This is according to Graves. Cynthia also said something else. Understanding or being aware of what students are studying, their needs, the subject discourse, means the vocabulary, the grammar, definitely helps the English teacher to develop the syllabus and materials. So as English teachers, are we ready to delve into the discipline of the students, the content area, whether it's politics, computing, military, or any other discipline? So I think it's an obligation and a necessity to have a look at the content discourse. So this is the plan of my study on my paper. The introduction. The study was carried out at the Department of Politics here at Sharif University. I wanted to write some questions right from the beginning. Is it about ESP or ESAP? So since we are talking about innovation, ESAP is really an innovative term in the ESP area. It's no longer ESP. I think we're dealing with ESAP, which is English for specific and academic purposes. And later I'll explain the difference between the two terms. In fact, ESAP is sub-term, sub-category, stemming out from the big umbrella of ESP. Then I will also, we will also together see the content teachers' views with regard to the English teaching in the department. Are they satisfied, and to what extent are they satisfied with the English course outcomes? Some theoretical aspects. ESP, we all know it's a recent approach of English language teaching according to Hutchins and Waters. It deals with teaching English for a particular purpose or profession. This should normally be done at the level of companies, hotels, factories, and so on, because we are preparing people to use English for a particular job. That's ESP in its simplest terms. So it depends really on understanding, analyzing learners' needs. But ESAP, which is a subcategory, normally it's this general English which is being replaced by English for specific purposes, but within an atmosphere of English for academic purposes, meaning at universities and institutions. That is, we are not really preparing for a practical job, but we are dealing with students who need certain academic skills related to the study, such as, I don't know, note-taking, summarizing, doing presentation, listening to lectures like this. All these are needs for students at the university that this English teacher should take into consideration when dealing with those students. So again, I think my study belongs to the ESAP and not ESP. That's right from the beginning. So ESAP main principles, it is based on the students' needs analysis and curriculum development, just like ESP. It involves the cooperation between linguist instructors or teachers and subject area specialists or content teachers. It also involves teaching the discourse of content or of the content of the discipline and not the content itself. We are not teaching, the English teacher is not supposed to teach politics. He is supposed to teach the discourse of politics. That is the grammar, vocabulary, the style, the register, and the genre, and the language patterns that are relevant to politics. That's what an English teacher should do if he or she is working in the area of politics or in other disciplines. For this English teacher, there are normally three main challenges.
So who should teach ESP? The question is always repeated. Is it the language teacher, the content teacher, or the collaboration of both? Is content and language teacher collaboration possible? And to what extent is it possible, especially in Algerian context? And you see the handicaps and the limitations that English teachers are facing when teaching ESP in universities, and what areas determine the content and language teacher collaboration. So this is the learning situation. So as I explained in the beginning, I'm going to talk about teaching English for political sciences. The level of the students, they were undergraduate and graduate. The number in the institution was about 2 years ago, so it was about 2,752 students. The English teaching hours per week is just 1 hour and a half. So it's very little and small. So this is normally are the main specialisms available at the political department for undergraduate students. This one is for the branches available for postgraduates. This is my population in my studies. There were normally 9 content teachers teaching different subjects and 4 English teachers. As you may notice, all the English teachers were not permanent. They were part-time teachers, and this is also another problem, another challenge for teaching that ESP. The methodology, I've tried to prepare a Likert scale questionnaire, ranked from strongly agreed to strongly disagree. The main axis rounded or turned on those areas: content and English teachers' attitudes, content and English teachers' collaboration, IT use, students' general academic skills development. Then finally, I try to have an informal chat, an informal talk with content teachers far from questionnaire. It was like kind of an open conversation. So these are the results. As you see with regard to the attitudes, both groups of teachers, whether English or non-English, agree on the usefulness of the English course. So they said that English is very important. Then they were for collaboration, although not only all English teachers were for a syllabus set according to the political science content focus. Content teachers' collaboration, compared to English teachers, content teachers showed more enthusiasm to the idea of collaboration. The IT use content teachers agree on the positive contribution of the IT in the learning as a learning tool for the students. With regard to the attitude, most of the content teachers insist on approach that would help students understand, analyze, and even translate political text to an oral presentation, a conference summary, or conduct a political interview. With regard to the informal chats, I felt from the speech, from the talk of those content teachers, that there was a need for more qualified, trained permanent teachers, more allotted time and proficient in English teaching. There is a need to an official syllabus and a textbook. Content teachers can be trained. They said that they themselves they can be trained in English language to the level that they can teach. They can be in charge of the English module. So this is really innovative. Why not thinking of training those content teachers to learn English so that they have the content, then if they have a language, so the class will be easy. Then there should be more focus on the students' exposure to authentic spoken and written political discourse, such as newspapers, magazines, and all those documents which are really authentic. Then they said that there is a lack of collaboration among English teachers themselves, so let alone the collaboration with the content teachers. Then they said in the end that the language teachers lack the expertise and confidence to teach subject-specific conventions and content. They said that the students sometimes are more knowledgeable in the subject compared to the English teachers. And this is another problem. Sometimes we face your students who knows politics
more than you. So how can we face this challenge too? Again, you need the help of the content teachers. And these are like conclusions. So it's about an ESA course and not ESP. The course should be learning needs based. It should focus on the development of the students' academic skills, including essays, projects, dissertations writing, completing a CV, for instance. It should incorporate ITUs. ESP teacher, as a collaborator with the content teacher, should do this to familiarize himself with the content and the discourse on the political subjects for an effective course planning, delivery, and evaluation. Collaboration should involve the learner's needs, the course general objectives, and syllabus design. Collaboration, this is very important, depends on the willingness, eagerness, open-mindedness, and flexibility of both parts. Innovation should be a state of mind and the culture of everyone's job, not a question of materials. Thank you so much. Je remercie M. Haniki d'avoir respecté le temps. Donc, sans plus tarder, je cède la parole au professeur Brittany. Donc, vous avez également 15 minutes. On est déjà en retard, on a pris un retard d'une demi-heure, donc je vous prie de respecter le temps. Je vais pas Bon, mon intervention, c'est sous le titre suivant, le français en Algérie, première question, première langue étrangère ou deuxième langue nationale. L'instauration de la langue française dans l'ensemble des pays du Maghreb est le produit de la colonisation. Au lendemain des indépendances, la société maghrébine, c'est-à-dire l'Algérie, Maroc, Tunisie, a opté pour la langue nationale, bien sûr, et officielle, sans pour autant rejeter le français en tant que langue du colonisateur. Les pays du Maghreb sont caractérisés par une situation linguistique particulière. Ils chevauchent à la fois entre l'arabe dialectal, la famille, le tamazight, par les régionaux, l'arabe classique, l'école, utilisé à l'école, l'administration, les médias, et le français en tant que greffe de l'histoire qui a d'ailleurs bien pris. Donc, juste sur la position de ces variantes conduit à une situation de diglossie. Une situation de diglossie. L'arabe dialectal, bien utilisé dans la vie courante de tous les jours par l'ensemble des trois pays, des trois populations, marocaines, algériennes, tunisiennes, n'a pas de statut officiel face à l'arabe classique et le français. La langue française est bien enracinée aujourd'hui dans notre pays. Plus de 50 ans après l'indépendance, elle est toujours pratiquée par nombre d'institutions étatiques en tant qu'instrument de travail et outil de communication. Cette situation crée une dynamique socio-linguistique. La langue française dispose d'un statut néanmoins caractéristique qui lui est particulier. Elle n'est ni nationale, ni étrangère, ni véhiculaire, ni vernaculaire. Ce qui explique l'instauration de la langue française, c'est d'abord la soif d'apprendre. Donc, l'instauration du français en Algérie répond à un besoin culturel pressant, vital, souscrit par la force des événements historiques, qu'elle a connu et non pas par nécessité civilisationnelle. Sa situation par rapport à notre voisin est quelque peu différente, Maroc et Tunisie. C'était le premier pays de la région à être colonisé et le dernier à être indépendant du 16 juillet 1900 au 16 juillet 1962, soit la présence de 132 ans de présence coloniale. Je vais le plus vite possible. La politique coloniale pratiquée avait privé les générations de temps de l'enseignement de leur langue originale et par conséquence du savoir en général, à visé de modifier mentalement la société algérienne. L'opinion populaire se télescopait avec l'idée des politiques de l'époque qui voyaient dans la langue française un danger d'évangélisation de la population à l'instar des conquistadors en Amérique latine au XVe siècle. N'ayant d'autres solutions, la société algérienne a donc fini par adopter le français comme langue de substitution pour l'enseignement des jeunes Algériens. Par la suite, cette langue a acquis, à tort ou à raison, le statut d'une promotion sociale et d'ouverture sur le monde européen et plus tard sur le continent européen. Les politiques
militants de l'époque craignaient moins la langue française que son incidence sur la société, telle que la politique de l'assimilation, voire la christianisation. De la devise du réformateur algérien Abdelhamid Boumediene, l'Algérie est notre patrie, l'arabe notre langue, l'islam notre religion. Le français face à une arabisation problématique. L'arabisation effrénée a conduit à une dégradation délétère de l'enseignement devant lequel nous assistons impuissants face à ces dommages auxquels cas, faut-il ajouter, son enjeu politique. Ce dernier a conduit la langue française à l'abattoir, au lieu et place de garde des anciens établissements franco-musulmans, par exemple, en tant que dignes héritiers des médecins qui ont formé des intellectuels révolutionnaires durant l'époque coloniale. Et depuis, c'est le temps fécond de l'échec. Toutefois, si les deux langues, l'arabe et le français, avaient continué à être enseignées de manière égale dans le même espace scolaire, ils auraient donné pour résultat une synergie intellectuelle de sorte que ce même poste serait de nos jours plus performant pour la nation, tout en rétablissant naturellement l'arabe dans ses droits en tant que langue nationale et officielle. Le français n'a jamais prétendu subroger l'arabe, ni le concurrencer dans son statut de langue nationale. Notons, à titre référentiel, qu'au lendemain de l'indépendance, l'Algérie avait un système d'enseignement performant qu'elle a troqué contre certaines réformes ramassées dans les détritus américains et européens, inopérants parce que inappropriés à l'environnement socioculturel du pays, juste pour faire bonne figure vis-à-vis de l'Occident. Mondialisation culturelle oblige. L'apprentissage de la langue devient de ce fait difficile. Nonobstant, ceux-ci ne dispensent en rien les deux ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à revoir et corriger leur feuille de route, appuyée en cela par les médias, bien sûr, en tant que support, pour non seulement instaurer ou réinstaurer, mais aussi de pousser et conforter les assises de l'enseignement de la langue française dans notre pays en tant que langue d'appoint, et non officielle, langue d'appoint, pour une meilleure plus-value cognitive. L'école algérienne a été sérieusement affectée. Peine aujourd'hui à maintenir l'équilibre entre les deux langues d'enseignement. L'arabe en tant que langue de sciences sociales, poésie, philosophie, et le français en tant que langue des sciences techniques, mathématiques, physique, chimie, médicale, etc. Pour qu'une pareille politique réussisse, il faut bien sûr qu'elle soit menée par des experts, assistés par des praticiens chevronnés sur le terrain, et non pas par des politiques. Aujourd'hui, l'enseignement semble être géré par des responsables qui manquent de vision stratégique à moyen et long terme. En raison des réformes à répétition qui animent chez les jeunes apprenants le goût d'apprendre. Il est clair que trop de réformes inutiles nuisent à la bonne réforme, à même d'assurer la bonne santé de l'enseignement. Là, je cite Ali Ahmed, l'histoire de l'Algérie est l'histoire de l'Algérie est un tissu de contradictions et d'incohérences aggravées par la dénalité, l'incompétence et la vanité des politiques. Pour éviter toute opposition dans les assemblées, on a fini par n'accepter que les camps. Ali Ahmed, réflexion sur la guerre d'Algérie. Place du français dans l'univers algérien. En 1967, Ahmed Ibrahimi, alors ministre de l'Éducation, reconnaissait à la langue française son côté scientifique et technique à l'échelle universelle. L'ordonnance 76-35 du 16 avril 1976 lui stipule le statut de langue seconde. Le français est enseigné alors au primaire à partir de la 3e année, c'est-à-dire CE1 pour les premières années, puis en 80 au cours élémentaire 2e année. Alors, où suis-je? À l'université, le français est étudié à l'Institut des langues vivantes étrangères, l'INVE, mais reste le principal outil d'enseignement dans les filières techniques, technologiques et médicales. L'élite algérienne parle un français correct, voire châtié. Hommes et femmes de lettres algériennes, maghrébins bien sûr, ont porté haut la langue française. Rappelons que les médias francophones ont leur place de choix dans l'univers algérien. Par exemple, la radio Chaîne 3, la chaîne de TV Canal Algérie, les journaux quotidiens et périodiques émettent et paraissent en langue française. Aussi, les Algériens regardent les chaînes françaises et lisent les journaux français. Pour notre écrivain algérien, Pierre Bessi, pour lui, le français est un but de guerre. C'est ma conviction personnelle.
je respecte, mais je ne suis pas d'accord. Je préfère dire que le français est un acquis de l'histoire, et non un but, un acquis de l'histoire. Je saute. Ceci met en exergue la préférence enracinée du français en tant que langue seconde. L'opinion répandue chez les parents d'élèves et étudiants est que le français est devenu indispensable à la réussite scolaire et par suite sociale de leur progéniture en dépit des discours politiques anachroniques de certains partis contre les apologistes de la langue française taxés de régisme français, parti de la France. Voilà comment la langue française est passée d'un outil de communication à un enjeu politique qui sert à des fins FAIMS et des dessins occultes. Pour Mylène Mohamed, pour certains, le français constituait un moyen d'ouverture nécessaire à l'enrichissement d'une culture nationale. Le peuple algérien reconnaît unanimement que l'arabe est sa langue d'origine. Elle représente à la fois sa personnalité sociale et aussi son identité nationale, culturelle et culturelle, la langue du Coran. Par là même, le peuple ne refuse pas de s'ouvrir au monde par un développement optimal des échanges entre les civilisations afin de mieux s'approcher des autres peuples. Nous pouvons rester nous-mêmes tout en restant ouverts aux autres. D'où l'apprentissage des langues étrangères, notamment celle de grande diffusion, est aujourd'hui plus que jamais indispensable. Mondialisation oblige. Voilà pourquoi, à notre avis, la langue française est encore indéniablement présente dans notre pays. Elle continue à préserver son statut privilégié de premier rang qui lui est dû d'abord au niveau des locuteurs maghrébins, je parle algérien, maghrébins, eux-mêmes suivis de l'anglais par la suite. En 2007, le Maghreb comptait près de 34 millions de locuteurs francophones. 60% tunisiens, 57% d'Algériens, 41% de Marocains. La politique linguistique tunisienne, par exemple, est axée à la fois sur l'arabisation et le maintien du français, d'ailleurs tout comme au Maroc et en Algérie. Ce dernier est perçu sous un autre favorable. Il est considéré comme un véhicule de modernité et principalement un instrument de culture technologique. Pour le président Bouliba, paix à son âme, la langue française peut être considérée comme un instrument qui permet de suivre la marche de la civilisation et de puiser aux sources du savoir et du progrès. La langue arabe, certes indispensable, ne saurait suffire à elle seule. Pour vivre au diapason du monde moderne, je cite là, pour vivre au... Enfin, je cite toujours Bouliba. Pour vivre au diapason du monde moderne, il faut élargir l'horizon culturel. User du français ne porte atteinte ne porte pas atteinte à notre souveraineté ou à notre fidélité à la langue arabe. Mais nous ménage au contraire une large ouverture sur le monde moderne. Si nous avons choisi le français comme langue véhiculaire, c'est pour mieux nous intégrer dans le courant de la civilisation moderne et rattraper plus vite notre retard. En conclusion, nous pouvons dire que la perception positive tunisienne en faveur de la langue française est à peu près la même dans l'ensemble des pays du Maghreb. Son enseignement est sans conteste un véhicule de modernité et un instrument d'appoint pour la culture universelle, comparativement aux autres langues étrangères enseignées dans notre système scolaire. Le français confirme son statut de première langue étrangère et consolide sa position de langue seconde dans le pays. Et je vous remercie. Merci. Vraiment, c'est à 8e vitesse. À 8e vitesse. Merci. Oui, bien sûr. Alors, je remercie le professeur Dicardi de nous avoir pour cette rétrospective justement sur le statut de la langue française en Algérie. Moi, personnellement, on peut orienter des réflexions justement sur la politique linguistique dans l'enseignement supérieur qui soit un train ou un levier justement pour l'assurance qualité. Je pense qu'on pourrait orienter justement la réflexion dans ce sens. Alors, sans plus tarder, donc, on arrive à notre dernière intervention. Donc, c'est le docteur Faiza Bourlef, c'est ça? Voilà, donc sa communication porte sur quelles compétences requises pour promouvoir les habilités de traduction
dans les sphères numériques. Donc vous avez également 15 minutes. Of this course. So the objective of this scrutiny is to explore to what extent do the development of machine translation and CAT, which stands for Computer Aided or Assisted Translation, tools affect the environment of professional translator as well as the area of learning and teaching. And the gist of the present paper is to discuss the contemporary requirements regarding language skills and competence to be possessed by translators in the digital multilingual environment. Well, it is a fact that bilingualism is a necessary condition for translation activity, but is it enough for translation proficiency? And here we mean by bilingualism, being bilingual, it is equal to be able to speak two different languages perfectly. Okay? And here the approach of Blomfield, who states or defines bilingualism as the native-like control of two languages. So the hypothesis here. It's commonly and mistakenly believed that everybody who knows a foreign language can be a translator. But however, a skilled translator is more than just a skilled linguist. Of course, we will explain why. So, as you know, there are different classifications of translation competencies. But here we'll deal with a multi-component model of competencies. So here the translation process, according to this approach, it doesn't rely only upon translators' linguistic competencies. Nowadays, a successful career in translation, it requires also what we call translation competence. So what is translation competence? And here it's new, I mean, the concept of translation competence represents a turning point of, a turning point in the study and teaching of translation. So here, according to Neubert, translation competence consists of language competence, textual competence, subject competence, cultural competence, and also transfer competence, which involve the strategies and procedures to be applied in the process of translating. So, as you know, linguistic competence is clear, as I explained it, being bilingual. Then, what do we mean by textual competence? So, textual competence is knowledge of regularities and convention. You know, it's so important to have an idea about the type being translated in order to choose the best translation method. So, textual competence, it enables translator to see how certain text genre functions in certain culture. I mean, they don't function the same way they always, okay. So if translator, for example, doesn't have or he is not qualified in this regard, as a result, it's possible that there will be dysfunction of translated text. What is cultural competence? So here, I mean, in translation, we need more than linguistic competence, which is the cultural. Why? Because some expressions, for example, in the target language, they should be translated in a different way. So you should be competent in this context. And transfer competence, of course, is an ability of transferring message from the source text into the target text
in communicative way. I mean, he has to focus on the sense, not on the word itself. So we have discussed for, I think, transfer competence, cultural competence, subject competence, textual and linguistic. Now, the high-tech age has provided translators with various ICT tools. And to be able to fulfill all the contemporary demands, translators are also required to possess all the above-mentioned competence plus the use of translation technologies that facilitate translation process. And here we mean the digital competence. Technology, I mean the digital era provided translator with what we call general ICT tools and specific tools which are called in the field of translation CAT tools, computer assisted translation. So, computer assisted translation tools have become the leading technology in the translation industry. They comprise translation memories, terminology extraction, and so on. So, CAT tools typically don't translate the text. When we, for example, say CAT tools, some of you, for example, they may think that they are used in order to translate the whole text. So, it is not. So, they assist the translator in various tasks, such as, for example, verification of terminology consistency. So, here I have to explain something which is very important, the difference between what we call CAT tools and automated translation. So here I try to explain you how translation memory, for example, works. So translation memory software is the most well-known CAT tool. So it divides the text to be translated into units called segments. As the translator advances in the translation of the document, the software stores the text in database of already translated segments. So when the software recognizes that a new segment is similar to a segment already translated, it suggests that the translator use it again. Some translation memory programs don't work with databases created during translation, but with preloaded. That means here we have different software. Some of them they need to be installed on our desk, for example. Others they work only with internet. So here you have some examples of translation memory software. We have Trados, for example. We have Omega and other. So what are the main advantages of CAT tools? Is mainly speed and consistency. So these are the main advantages to gain. So the development of machine translation CAT tools, they affects not only the environment of professional translators, but also the areas of teaching and learning. Here, for the learning experience to be consistent with demands and expectations of the current market, so the application of CAT tools is inevitable. I mean, it's not practical, it's impractical to not using CAT tools in the learning process. I mean, we have to prepare our students to be ready for, because they are considered as future translators, so we have to provide them with the necessary knowledge. So, the use of computer-assisted translation tools in classroom ensures the high-quality training of students that would subsequently result in the qualitative translations produced by students.
So here, some of main advantages of CAD tools. So to meet the requirements of employers who prefer translators proficient in using the computer-assisted translation software, the learning environment should be adjusted to the current situation, and instructors, teachers, should enable students to acquire theoretical and practical knowledge related to basic functionalities of CAD tools. Here I prepared 2 or 3 activities through which we can, for example, learn them. So different methods can be approached in order to help students to identify and recognize possibilities and limitations of these technologies. So one of them, for example, the evaluation of machine translation quality depending on various types and genre of text, legal text, literary text. We can give them translated text, automated translated text. We ask them to, so for the learning process to be complete, CAD tools need to be considered and integrated in the training process in order to accompany and support the future professionals and familiarize them with the methods of work. So this situated learning strategy aims to bridge the gap between theoretical learning in the form of the instructions of the classroom and the real-life application of the knowledge in the work environment. Thank you very much. Je remercie le Dr Feza pour le respect du temps, bien que je l'ai un petit peu harcelé, donc il faut respecter le temps. C'est vrai que la thématique de la traduction est très importante puisqu'elle inclut plusieurs langues. Et puis j'ai beaucoup apprécié puisqu'elle a parlé de plusieurs compétences. Ça nécessite pas seulement une compétence linguistique, mais ça nécessite également une compétence thématique, culturelle, stratégique, procédurale et une compétence digitale. Donc je remercie l'ensemble des intervenants et du coup voilà, je cède la parole à la salle et le débat est ouvert. Voilà, si vous avez des questions. Presentation. So I would summarize the constraints, challenges are the following. First, the ESP teacher sometimes lacks or doesn't know the discourse elements of the discipline. He teaches only, maybe he focuses on translating words that exist in that text of the specific disciplines, but he doesn't know that there is a special discourse for each discipline. So he needs to know the vocabulary, the grammar, language patterns, style, the layout of chosen text, chosen essays, chosen chosen teaching materials for that discipline. So it's really important to master the discourse. I'm not saying the content, I'm saying again the discourse of the content. It's very important. But ESP teachers in our area environment, they do what we call translation of translation of words from English to Arabic sometimes, or English to French, and this is not enough. Second, the lack of an official syllabus and textbook is another problem. The lack of teaching materials, large classes, lack of motivation amongst students sometimes, and most important, this is to answer you and your question, that the surrounding environment, the economy, the market economy is not really encouraging, is not really motivating. We teach students English of a particular job, but when they leave the university, when they graduate, the job market is not there. So, sometimes it's beyond your effort as an ESP teacher. It's the government work. The challenge is joining this university to the job market. And yeah, it's something that should be worked out by the decision makers. So it's not you or you as an ESP teacher. That's for your answer. That's for your question. Then there was another question, I guess, which is about, I guess Mr. Turish, I already answered you with regard to the lack of jobs outside. We teach without any clear purpose outside. So we prepare students for what?
we teach them politics, medical studies, and so on. But in the end, what for? So again, we need to review that. Not me or you as a teacher, but the government. Then we see English only in great companies such as Sinotrack and other one. But what about the rest of the economy? Again, a question to rise: who should be predominant as a language to boost the economy? Is it French or English? So again, it's another question. So if English is advocated, then at that time we may talk about English for specific purposes. But as long as French is advocated, so it's another story. Yeah. Thank you so much. It's okay. English is already installed in hotels, in so mais je ne connais pas bien en français, malheureusement. L'arabe aussi. À quel niveau Oui. en quelque sorte, d'après votre réflexion, à quel niveau vous pourrez instaurer l'anglais sur l'objectif ou bien le français sur l'objectif? Au moyen, au lycée, au secondaire, ou bien par exemple à l'université. حسب رأيي أنا الإنجليزية خاصة الإنجليزية هذه المتخصصة هي for the adults الناس البالغين. معناتها لازم الإنسان يكون في انستالا في الجامعات. ودابا كنبداو نهضروا لونغلي سبيسيفيك. Si c'est à l'université, Oui. est-ce que c'est pour faire une licence en anglais ou bien pour faire tout simplement une spécialisation? Non, on ne parle pas de spécialisation. L'anglais, c'est l'anglais. On parle de specific purpose. Objectif spécifique. C'est à quel niveau? Est-ce que c'est pour faire une licence en anglais ou est-ce qu'on introduit des langues de spécialité? Moi, je pense qu'à partir du master, on peut installer l'anglais spécifique. Parce que c'est là qu'on va installer ce qu'on appelle les linguistiques appliquées. C'est ça, c'est à partir de ça. Moi je pense, parce qu'il faut essayer tout simplement de se démarquer de cette base. Je m'excuse. Il faut essayer tout simplement de réfléchir autrement. Je n'apporte pas, c'est ma réflexion personnelle. C'est-à-dire que tout simplement, on a essayé à prendre de reprises de revenir, et on est en train de revenir maintenant au niveau de l'éducation nationale sur le SP ou bien par exemple le français langue de professionnalisation ou bien professionnelle, tout ça. Mais franchement, il faut bien réfléchir un petit peu. De quoi a besoin l'étudiant algérien d'abord au niveau des universités? Nous avons besoin d'un français ou bien d'une langue tout simplement générale. Une fois qu'on assoit cette langue générale, et qu'on pourrait, je ne sais pas, se spécialiser par exemple dans le domaine économique. Je travaille dans une entreprise, par exemple, à ce moment-là, l'entreprise pourrait faire ce qu'on appelle tout simplement une offre de formation, demander tout simplement une forme de formation spécialisée pour ces cadres. À ce moment-là, on pourrait facilement se démarquer de cette... Parce que, écoutez, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle tout simplement des formations académiques. Si c'est des formations académiques, il faut se démarquer un peu de tout ce qui est force, fou, flux, etc. Parce que franchement, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Et il faut tout simplement essayer de prendre des expériences qui se trouvent un petit peu dans le monde, surtout aux USA, pour essayer tout simplement de comprendre de quoi a besoin cet étudiant d'abord. Et c'est ça, je pense qu'il faut partir dans toute offre de formation, il faut partir des besoins d'abord et des attentes. Qu'est-ce que l'on veut former et pourquoi? Une fois qu'on arrive à asseoir cette formation générale, on va faire autre chose. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, sans plus tarder, je donne au professeur Bétani pour apporter quelques éléments de réponse aux questions qui lui ont été posées. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. À quel niveau on instaure l'anglais, par exemple? Ça, c'est mon côté, c'est mon personnel. Dès la deuxième année, bon, la première année primaire, c'est la langue arabe.
le français, si on veut faire vraiment plus tard un élément plus ou moins polyglotte. Le français commence à partir de la deuxième année primaire et non la troisième, c'est mon point de vue. Pourquoi? Parce qu'en deuxième année, c'est encore 6 ans, 7 ans, l'enfant acquiert très vite les langues étrangères et les langues en général. L'anglais commence pour moi, parce qu'à partir de la première année moyenne. Et arrivé en terminale, s'il a réussi à son baccalauréat, eh bien, il sera un bachelier qui pourrait, j'emploie le conditionnel, qui pourrait continuer ses études aussi bien dans un pays arabophone, l'Égypte ou ailleurs, qu'en France par exemple, ou la Belgique ou ailleurs, qu'en Angleterre ou aux États-Unis, etc. Donc là, maintenant, je parle du projet de la première. Le projet finalement c'est quoi? C'est, toujours à mon humble avis, c'est le brouillon de la vie. Parce que sur le pédagogue qui dit, ce n'est pas moi. On est, le verbe être, hein, je suis, tu es, il est. On est ce qu'on veut être. On est ce qu'on a toujours souhaité être. Souhaiter quoi? C'est quand est-ce qu'on souhaite? Lorsqu'on est enfant, on a toujours un rêve. Je rêve d'être, je vois un avion, je rêve d'être pilote. Je suis malade, je mets ça, je rêve d'être médecin, etc. C'est souvent, ce sont ces rêves qui se réalisent. Et donc, là, le projet est passé au propre et l'enfant, le rêve de l'enfant, s'est réalisé à l'âge adulte. Ça, c'est ma conviction. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? C'est votre point de vue. Maintenant, je reviens aux questions qui m'ont été posées par votre collègue professeur. Vous avez parlé de la subjectivité. Vous savez, l'identité, ça fait partie de l'être. Je suis musulman, je suis algérien, je suis arabe, ça relève de mon identité. Donc l'identité n'a pas besoin de langue. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école et qui ont une identité. Et ils sont très jaloux, et ils sont très jaloux pour conserver leur identité. Je sais par exemple, durant l'époque coloniale, j'ai vraiment mutilé ma préparation en raison du temps qui est quand même assez long. Durant la colonisation, nos parents n'ont pas été scolarisés pour des raisons historiques. Mon père n'a jamais été à l'école. Mon père, lui, il a été juste à l'école coranique. Pourtant, ils étaient conscients de leur identité, qu'après plus de 100 ans, ils ne sont pas français et ils ne seront jamais. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. D'abord, c'est Abraham Mendes, personnel, et aussi Kate Bessie qui a dit j'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français. Le sous-entendu, le nom dit je suis algérien. Bien qu'il maîtrise parfaitement bien la langue française, la langue du Coran. Donc, l'identité, à mon avis, ça relève de l'être et non d'autre chose. Elle relève de la culture. Je prends le dernier exemple, le Mouloud. C'est, bon, malheureusement, c'est des pèlerins, etc. Mais les veilleux dans la mosquée, le repas un peu spécial, la poulet, etc. Donc, ça relève de la culture. C'est une forme de recto-verso. L'identité, la culture. Ça a toujours été comme ça. Et, à mon avis, c'est immuable dans le temps et dans l'espace. C'est pas justement algérien. Maintenant, je reviens au professeur et collègue professeur Hameda. L'anglais, vous avez dit, c'est l'ouverture. Bon, l'anglais, à mon avis, toujours. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, c'est la langue des États-Unis, qui aujourd'hui est le gendarme du monde. C'est clair. Si demain, le verset coranique est clair là-dessus, aujourd'hui, c'est la civilisation occidentale qui est à l'apogée. D'accord. Mais il y a bien eu la civilisation grecque, Socrate, Platon, Pythagore, etc. Ensuite, la civilisation égyptienne, Pharaon, etc. Si bien que ça figure parmi les merveilles du monde. Ensuite, la civilisation arabo-musulmane, notamment durant le règne de Harun al-Rashid, ça a été vraiment à l'apogée. Ensuite, bon, maintenant, c'est l'Occident.
La langue la langue de l'ouverture, pour reprendre, reste pour le moment l'anglais. Mais si demain, par exemple, la Chine, ce géant-là, pour dévaloriser le géant à talent d'Achille, à talent d'argile, etc. Donc, si demain la Chine deviendra le gendarme du monde, eh bien, ce sera plus l'anglais qui sera la langue d'ouverture. C'est le chinois. Et si demain, éventuellement demain, ça serait vraiment mon souhait, et j'aimerais bien que ça se réalise avant ma mort, le monde arabe s'unisse et il va reconquérir disons, redorer plutôt son blason de la culture, et donc ce sera l'arabe qui sera la langue de l'ouverture. Je suis désolée. Là, parce qu'il reste madame, bon, moi peut-être je peux m'en passer de mes réponses. Ah, si. Non, je ne sais pas si j'ai répondu à vos interrogations. Thank you so much. So the first, I will try to answer the first question of Dr. Nadia. So you have asked me about cultural problems. Yes, it's true that cultural constraints are considered as one of the main problems that translators face in their task. So here, for this reason, I said there are different competencies. We have mentioned that cultural competence is so important, and also the transfer competence. That means here, with cultural competence and transfer competence, translator can find solutions. And also there are many approaches. Here, for example, we have in translation, we have what we call equivalence, and we have also adaptation to deal with cultural problems, okay? So here, the translator is not supposed to focus on the formal correspondence, but on the dynamic equivalence, okay? The second question of my colleague Terish, it's true that students should be well trained in order to be a skilled translator. Here, you asked me about some activities to be, for example, integrated in the classroom in order to develop this. The question was basically about how can we judge the efficiency of the technology Do you use it for experimental fluid and even say something you're going to use it, or is it like you're going to go into the future, you see what people are doing and anticipate things that work with that? No, that means that the ICT or CAD tools, they should accompany students until they finish their studies, then they go to a real life work, okay? That means it's not just for a limited period, okay? Through all the process of learning, then working. Professor Hamada, it's a very important question here. We have to clarify the main difference between what we call computer-assisted translation and what we call machine translation or full automated translation. So it's true that machine translation or full automated translation is cheap, fast, but inaccurate. Okay? But computer-assisted translation, it's, fast. But here we have the involvement of a human translator, which will edit, correct, and revise. So here, in terms of quality, the computer-assisted translation, it's better, it's accurate, yes. Je remercie mes deux collègues pour les deux questions. Je pense qu'elles sont liées, elles sont étroitement liées. Justement, le ministère a vu que justement cette histoire d'adaptation du LMD, en fin de compte, c'est un système qui a été importé. D'abord, c'est les Américains, puis c'est les Européens. Et donc, le but du LMD, justement, c'est d'adapter des formations en fonction du marché du travail. Donc, ils veulent, le profil de sortie, justement, doter les étudiants de compétences pour aborder des métiers. Mais le problème qui s'est posé, c'est que pour, par exemple, je parle des langues, du moins le domaine que je connais, c'est que, d'ailleurs, dans une réunion du conseil de scientifique de l'université,
Le recteur de l'université, il a parlé, il a donné son constat, que c'était des formations, généralement, qui reprenaient des recherches de ceux qui ont proposé les masters, cette offre de formation. En fin de compte, ils se sont... Bon, il y avait d'abord une diversité de formations, ils ne s'étaient pas homogénéisés, et donc du coup, le ministère a fini par homogénéiser avec l'arrêté de toute façon que j'ai cité tout à l'heure au 500. Donc, et du coup, quand on homogénise, en fin de compte, c'est quoi le but de cette formation? C'est vrai que ce sont des formations académiques, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'elles s'inscrivent dans l'approche par compétence. Et l'approche par compétence, on l'a transposée du domaine de l'entreprise, d'accord, et qu'on a appliquée dans le domaine de l'enseignement des langues et dans les domaines également des sciences humaines d'une manière générale. Donc moi, quand j'ai parlé de cette dimension, donc je voulais un petit peu trouver des traces d'une dimension professionnalisante en étudiant la relation des connaissances avec les compétences. Est-ce qu'il n'y a que des connaissances disciplinaires? Et ça, c'était le cas également. Mais le but, c'était également, parce que pour la licence de français, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire nos étudiants? Ils n'ont que l'enseignement. Et nous avons également en parallèle les ENS, qui forment des enseignants, donc ce sont des enseignants formateurs qui sont formés pour aller enseigner sur le terrain. La différence avec les ENS, c'est qu'ils vont sur le terrain, ils font des stages, mais chez nous, c'est pas le cas. Et puis après, en termes d'adéquation avec l'économie du pays, le seul débouché, c'est enseigner. Donc il fallait réfléchir un petit peu sur une dimension qui pourrait introduire, et pour cela, je me suis appuyée sur 3 niveaux d'analyse cités par Philippe Pernaut. Donc le premier niveau, c'est les programmes universitaires. Donc, pour qu'ils soient professionnels, il faut expliciter les compétences à développer. Il faut étudier le rapport des compétences au savoir. Est-ce que les connaissances sont au service de développement de compétences, ou est-ce qu'il s'agit seulement de donner des connaissances, des contenus, comme on a l'habitude de le faire? Ensuite, l'articulation théorie-pratique et l'alternance université-terrain et l'évaluation. Voilà. Dans nos formations, ce n'est pas le cas dans les formations, même ici, les formations en français et tout ça. Généralement, c'est des contenus. Maintenant, le problème, c'est qu'on oublie toujours le principal acteur, c'est l'enseignant. Et c'est pour ça que moi, je me suis lancée dans ce projet de recherche, qui est les pratiques, justement, d'étudier les pratiques d'évaluation et les objets d'évaluation, en revenant sur l'enseignement et en revenant sur la description de cette offre de formation. C'est quoi en fait? Donc il fallait la décortiquer et pour peut-être réussir à réécrire cette offre de formation en introduisant, quand je dis des dimensions professionnalisantes, c'est-à-dire doter les enseignants, du moins des formations académiques, de certaines compétences qui puissent leur permettre une certaine insertion dans le monde de l'enseignement. Voilà, je vous remercie. Alors, je vous dis que je suis présidente, donc je clôture cette première plénière. Je remercie l'ensemble des intervenants, l'ensemble des personnes présentes ici. Le programme. Moi, je vais me servir. Souvenir, en guise de souvenir de cette journée et de cette plénière. Voilà, éternisé. Alors j'invite les participants, s'il vous plaît. Non, non, venez ici. Est-ce qu'il y a est-ce que vous pouvez mettre l'image du colloque? Just for stuffing.
اسمع وين البوز كافي وين البوز كافي تقترح معنا بوز كافي بوز كافي هادي بغيت اسمح لي بلاك لا بغيت ندخل